Ma grand-mère avait une 6e année. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer l'épisode, je voudrais dire il fait chaud en tabarnouche. Aujourd'hui, je suis allé courir puis j'ai pas fini ma course tellement qu'il faisait chaud. Et ça, c'est très, très, très rare. La dernière fois, ça m'est arrivé, je pense comme en 2018. C'est quand même incroyable parce qu'on est rendu au mois de septembre. On a eu une canicule pas pire au mois de juin. Le reste de l'été, ça s'est quand même bien passé. C'était quand même c'était chaud, mais je veux dire, la nuit, c'était quand même frais. Et c'est une petite note à moi-même, dans le fond, avant de commencer, parce que cette année, je voulais faire installer une aire climatisée murale, mais c'est pas chez moi. J'ai parlé avec ma propriétaire. Je voulais en débourser une partie, qu'il en en paie une partie. J'ai un local insonorisé. Fait que là, quand je n'ai parlé avec son ex-chum, qui est le propriétaire aussi, lui il a dit « Ah, mais tu sais, c'est important, faut pas faire de trou dans le mur insonorisé, sinon ça va comme conduire le bruit. » Fait que c'était comme un peu compliqué. Le budget était plus ou moins là. Je me suis dit, en plus, c'est pas super chez nous. Fait que, tu sais, je sais pas combien de temps je vais rester dans cet appart-là. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai dit, puis je voulais comme, je savais que j'avais un voyage que je voulais faire avec les enfants qui allait coûter cher. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai dit, m'a sauvé ce 1000$-là. J'aurais chaud un peu, tu sais, je souffrirais. Je pense que j'avais oublié c'était quoi avoir chaud surtout quand tu restes en ville. C'est quand même pas un îlot de chaleur, j'ai un parc l'autre bord, là, c'est quand même très très bien aéré, mais quand c'est de la canicule. Bref, j'ai chaud en tabarnouche. J'ai cassé aujourd'hui dans ma coupe. Ouais, on peut dire que j'ai cassé parce que j'étais juste plus capable. J'avais plus de torque. J'avais un 8 km à faire, ce qui est comme absolument rien. Puis après 6, je marchais, je courais une minute, je marchais, je courais une minute. Puis là, ben, il me restait 1 kilomètre à faire. Il me restait une petite boucle à faire. J'ai dit, je la fais pas. Je sentais mon cœur qui m'arrachait. Fait que j'ai écouté mon corps. Je suis toujours quand même à l'écoute de mon corps, mais ça m'a quand même... j'étais comme surpris. J'ai couru cet hiver en Colombie. Il faisait chaud longtemps. Là. Souvent, j'y allais tôt le matin, mais c'est arrivé une fois que je me souviens pas pourquoi. Je suis comme parti à 10 heures le matin. C'était chaud longtemps, mais j'ai pas cassé. J'ai fait quand même un 12, un 14, quelque chose. Là, c'était solide. Là. C'était vraiment solide. Cet été, j'ai couru en Floride. Il faisait chaud à Sarasota. Là. C'était incroyable. C'était chaud et humide. D'ailleurs, j'ai un poème que je me récite tous les soirs où je parle de mes intentions. Puis une de mes intentions, c'est de faire mon premier Ironman à 50 ans. Puis, je sais pas par quelle idée, je voulais le faire à Miami parce que j'ai entendu du monde qui ont fait Miami, puis je trouvais comme c'est cool, tu sais, de nager dans la mer, puis c'est Miami, tu sais, il y a quelque chose de cool là-dedans. Fait que je m'étais mis comme intention de faire mon premier Ironman à Miami. Quand j'étais allé à Sarasota et que j'ai couru là, j'ai dit, ça serait imbécile d'aller le faire à Miami. Je veux dire, comment te rajouter une difficulté de plus qui est totalement non nécessaire. Je veux dire, premièrement, nager dans des vagues, c'est beaucoup plus difficile qu'un lac. Et deuxièmement, cette chaleur-là, un Ironman, il ne faut pas oublier que, tu sais, surtout comme, je ne sais pas quelle shape j'aurai à 50 ans, mais c'est un 12 heures, là, tu sais. C'est probablement, je vais sûrement faire un 12-14 heures, là. C'est longtemps quand t'as chaud, là. Je veux dire, tu sais, une demi-heure à chaleur, c'est pas pire, mais quand tu fais 14 heures, tu peux peut-être te donner la chance en étant d'un endroit où c'est un petit peu plus frais. Bon, j'arrête de me plaindre de la chaleur. En fait, au contraire, je vais être dans gratitude aujourd'hui parce que je suis allé chercher les enfants chez mon beau-père. Je sais pas, je vais l'appeler mon beau-père. Théoriquement, c'est mon ex-beau-père, mais tu sais, Catherine et la famille, je veux dire, ça reste ma famille. Ça va toujours rester ma famille, surtout que ma famille immédiate est quand même peu nombreuse et on n'est pas si près que ça. Il me reste 2 tantes, 2 oncles, un qui reste au Colorado, un que je parle 2 fois par année, puis mes tantes, je les vois pas si souvent que ça.
Fait que tout ça pour dire que Catherine, son père, son frère, ben ça reste, tu sais, mon beau-frère, mon beau-père, ça reste ma famille. On était 16 ensemble, puis c'est pas parce qu'on est nés séparés qu'on n'est plus de la famille. Fait que je m'en vais chez mon beau-père chercher les enfants et je sais pas comment ça tombe sur le sujet, puis on parlait de l'école, tu sais, puis lui est rendu à 75 ans. Puis là, il me dit, tu sais, il dit, dis-moi dans mon temps, je sais pas ce qu'il disait parce qu'on parlait de service de garde. Il dit, ça n'existait pas, les éducateurs. Puis j'ai dit, ça me fait penser à ma grand-mère, tu sais. Puis ma grand-mère, elle est née en milieu rural, Saint-Édouard. Je pense que j'ai fait un podcast sur le camping Brosse, justement, là, je ne sais pas quel épisode, là. Elle est née à Saint-Édouard de Loubinière en 1922. J'étais allé à Loubinière, à l'autre à côté, je me souviens pas, c'était pas Saint-Édouard, je pense que c'est Sainte-Agathe de Loubinière, une affaire la même. Et j'étais allé là comme en 2008, là, puis sincèrement, là, les gens vivaient comme en 1903, là. Ça tirait du gun dans la nuit, puis c'était comme n'importe quoi. Fait que quand tu vois ça, puis tu te dis, OK, ça devait être assez profond en 1922. Là. Tu sais, ça explique le personnage de la grand-mère. Mais tout ça pour dire que ma grand-mère, l'école, c'était les sœurs qui s'occupaient de ça dans le village. Fait que c'est une petite école de village. Tu sais, c'est l'école qui devait avoir une classe, puis genre, c'est la première ligne, c'était les premières années. Dans la deuxième rangée, c'était les deuxième année. Puis après, il y avait les autres. Puis essayer de faire de la matière pour tout le monde. Puis ma grand-mère, elle avait une 6e année. Et là, on s'entend qu'une 6e année, je veux dire, elle a fait 6 années d'école, mais il n'y avait pas de ministère d'éducation, là, fait que c'était pas régi. Là. Ben, c'est sûr que faut quand même se remettre à l'époque que les religieux avaient quand même un très, très, très bon système. C'était assez incroyable, les archives, comment qu'il y avait une rigueur, des processus en place, des archives, surtout avec les technologies, les moyens de l'époque. Je suis certain que si on allait fouiller dans les archives des églises, genre, on pourrait sûrement retrouver des traces de l'école de ma grand-mère, genre. Aussi fou que ça, parce que j'ai écouté des podcasts d'enquête, dont celui de mon chum Stéphane Berthemont, là, qui est allé fouiller dans les archives de l'église. Là. C'est pété, là. Tu te dis, OK, il y avait quelque chose. Là. Il y avait un système mis en place. Là. C'était pas juste comme des gens de fond de cours, ben pas de fond de cours, mais de fond de rang qui faisaient n'importe quoi. Il y avait quand même un gros contrôle malgré tout. Puis il faut dire que l'Église prenait une grosse place dans la société, dans les décisions, dans la politique, dans garder l'ordre. Hein, dans le fond, quand ils pensent, le gouvernement n'avait pas de police, n'avait pas vraiment d'effectifs pour couvrir le territoire. Fait que les curés de village, c'était eux autres qui venaient un peu autant le politicien, le gardien, le policier, le gars de la DPJ. Mettons qu'il y avait bien des rôles à jouer. L'éducation, c'était l'Église qui s'occupait de l'éducation. Donc, ma grand-mère, elle avait une 6e année. Fun fact, elle avait une calligraphie qui était impeccable, sincèrement. Là, elle écrivait, c'était très, très, très beau, très clair, très lisible. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas un grand jeune qui... Il y avait une rigueur. À l'époque, on va dire ça comme ça, il y avait une rigueur. Et... overall, son orthographe, sa grand-mère était très bonne. Ça l'écrivait quelque chose. Là. C'était bien écrit, c'était sans faute, c'était très, très beau. Quand on pense que c'était juste la 6e année. Fait que, tout ça pour dire, on parlait de ça, tu sais. Ça m'a fait réfléchir un peu sur notre vie aujourd'hui. Puis, pas de... comment que... Tu sais, on se plaint de toutes sortes d'affaires, là, mais... C'est incroyable, là, je veux dire, c'est 2 générations en arrière de moi. Là. Ma grand-mère est morte en 2012, OK? Fait que ça veut dire qu'il y a 11 ans, elle vivait, là. Je veux dire, c'est pas une fiction, là. Je veux dire, c'est pas les Vikings qu'on essaie de trouver des récits puis qu'on construit, là. J'ai vécu... J'ai connu cette personne-là pendant 30 ans. Là. Je veux dire, c'est quand même... elle n'est pas morte en 2012, pantoute. Elle est morte après mon père. Je pense qu'elle est morte en 2000. Elle a connu ma fille. Je suis perdu rare. 2014, je pense, 2015 même. Fin 2014, 2015. Dans le temps de Noël. Fait que 2014. OK, bon, je suis perdu, mais je veux dire, il n'y a même pas 10 ans, elle vivait encore. Mais...
quand elle était jeune, comme ça, elle était chanceuse d'avoir une 6e année. Il y avait d'autres filles qui n'avaient pas de 6e année. Puis après ça, ils partaient travailler. Ils partaient en ville travailler. Les gars allaient travailler au champ avec une 3e année. Les filles partaient, ils se débrouillaient comme qu'ils pouvaient, soit qu'ils se mariaient, soit qu'ils allaient travailler. Puis, t'imagines-tu tout le luxe qu'on a aujourd'hui, là, tout comme... C'était inimaginable. Comment quand... à peine 60 ans, parce que je suis né, elle avait 60 ans. Si on pense juste comme moi, quand je suis né, il y a 40 ans, puis aujourd'hui, je veux dire, il y a 40 ans, le fax, c'était quasiment du vaudou, là, d'envoyer une communication papier instantanément over the phone. Là, je veux dire, c'était ça la technologie, là, je veux dire, ça la TV couleur, puis écoute, même les lecteurs CD, c'est sorti dans les années 90, là, je veux dire, c'était n'importe quoi, là. Tu sais, j'avais une télé noir et blanc chez nous, là. On avait une télé couleur dans le salon, mais dans la cuisine, j'écoutais Passe-Partout sur une télé noir et blanc, là. Je veux dire, je suis pas non plus un ancêtre. Fait que ma grand-mère, elle a vu tout ça. Mais ce que je veux dire par là, tu sais, la mort infantile dans ces années-là, comme je pense qu'elle a comme 3 ou 4 sœurs qui sont mortes avant 6 ans. D'ailleurs, ça, les complotistes, je pense qu'ils n'ont pas compris ça, là. C'est le vaccin, là, parce que quand ils ont réglé les 8 grosses maladies sérieuses grâce au vaccin qu'ils ont éliminé, que ce soit le rouge, whatever, je réécouterai Peter Attia quand il en parle, ben ça a fait que la population a arrêté de mourir, là, puis l'espérance de vie a passé de 40 à 80 ans. Tu sais, ma grand-mère a vu du monde mourir d'un mal de dents, là. Puis il disait mourir des dents. Ça veut dire, tu sais, quand t'as un nerf d'accrocher d'une dent, là, ça fait mal s'il vous plaît. Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas de dentiste, fait que tu l'arrachais, puis tu souhaitais que ça infecte pas. Puis si ça infectait, si tu l'arrachais pas ou si ça infectait, ben, tu mourrais. Tu sais, qu'aujourd'hui, je veux dire, on appelle une urgence en dentiste, puis il nous l'arrache, puis ça vient de finir là, il fait une petite cicatrice. Bon, ça fait mal un peu, mettez de la glace dessus 3 jours, puis merci, bonjour, on continue. Fait que je veux juste être dans la gratitude de comment que la vie a changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux dire, tu sais, nous autres, on a des... J'étais allé à l'école. Tu sais, si tu regardes dans 2 générations, on est parti de là. Puis aujourd'hui, je veux dire, j'ai des compétences. Je suis apprécié. J'étais allé à l'école. Je veux dire, à côté de ma grand-mère qui travaillait 3 chiffres pour payer son loyer puis essayer de survivre avec ses enfants. Tu sais, ma grand-mère se levait parce que son mari était mort, fait qu'elle était femme veuve. Avec 3 enfants, fait qu'elle se levait le matin, elle allait faire des services d'un resto de déjeuner, ensuite elle allait travailler à l'hôpital comme préposée aux bénéficiaires, puis le soir, elle faisait d'autres services d'un restaurant jusqu'à, genre, des fois, même minuit. Elle me disait, des fois, elle rentrait à minuit, puis elle se relevait comme à 5 heures du matin, là, comme plusieurs jours de suite, puis c'était du 6 jours semaine. Elle était pas très pieuse, mais elle était quand même religieuse, pratiquante, fait que le dimanche, elle travaillait pas, mais... Hey, c'est une vie difficile là, quand tu penses à ça. Là. Elle trayait des vaches. Il fallait qu'elle se lève à 5 heures le matin pour aller traire des vaches avant d'aller à l'école. Tu sais, c'est même juste l'abondance de nourriture. Là, je veux dire, aujourd'hui, là, je veux dire, on est tout rendus obèses. Là. Mais elle a connu que si la récolte n'est pas bonne l'année, ça se peut que cet hiver, là, il y en ait 2-3 qui soient rendus maigres en tabarnouche au point de mourir. Là, tu sais. Fait que tout ça pour dire... Je vais être dans la gratitude, puis je veux me rappeler, ou je veux te le rappeler, je veux me le rappeler, je veux me remémorer ça quand je réécouterai ça plus vieux. Mais, je veux dire, j'ai un téléphone cellulaire que j'ai quasiment toute l'information disponible publiquement de la planète. Je peux me faire livrer n'importe quoi que je veux par Amazon. Je devrais l'avoir demain matin. Je sais que c'était impensable il y a 50 ans, je dirais, où c'était comme de la fiction. Mais t'imagines, comme il y a 80 ans ou 100 ans, mettons ma grand-mère 1922, il y a 100 ans, c'était inimaginable le niveau de confort, le niveau de qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est ce que je réalise. Je réalise qu'on est vraiment chanceux.
on est né dans... Il y a bien du monde qui dit « mauvaise époque, les gens, violence. » Ça, c'est drôle. Peut-être que ça pourrait être un autre épisode parce que, il y a bien des gens défaitistes qui disent « Ouais, mais tu sais, avec comment que le monde va et tout. » La vérité, c'est que le monde n'a jamais été aussi en paix. Dans toute l'histoire de l'humanité, là, il n'y a jamais eu une époque aussi peaceful. Oui, il y a des guerres, puis j'aimerais pas ça être en guerre, puis j'aimerais pas vivre ce que les pays en guerre vivent, mais globalement, sur la planète, il n'y a jamais eu d'époque aussi peaceful. On est dans un pays, je veux dire, on n'a pas peur, là, je veux dire, tu crains pas pour ta sécurité en allant au dépanneur, là, je veux dire, c'est... On est privilégié, en tout cas. Fait que je vais juste être dans gratitude. Je vais arrêter de juste me comparer au passé, mais tout ça pour dire que des fois, on tend à l'oublier, comment qu'on est chanceux, comment que la vie a changé en un claquement de doigts, là, parce que, tu sais, c'est des millions d'années, la Terre, là, puis les humains, je ne sais pas exactement, là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais ça n'a pas bougé beaucoup là, entre Jésus-Christ et 1896. Là, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, je veux dire, avant l'invention de l'électricité, il n'y a pas grand-chose qui a changé, là, tu sais. Puis là, de 1900 à 2000, là, c'est comme tout a explosé. Petit constat aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.